Vous vous souvenez de ce dinosaure? Petit, venimeux, avec une crête qui se déploie avant d'attaquer? Cette scène culte de Jurassic Park a marqué toute une génération. Depuis 30 ans, cette image est gravée dans la mémoire collective. Pour beaucoup, c'est ça, le Dilophosaurus. Un petit monstre sournois, presque de poche, mais mortel. Pourtant, derrière cette version de cinéma, se cache un animal bien réel, bien plus complexe et encore plus fascinant. Quoi? Parce que le vrai Dilophosaurus weatherly n'a pas seulement été déformé par Hollywood. Pendant des décennies, même les paléontologues ont débattu de son apparence, de sa force et de son rôle. Prédateur, charognard ou véritable superprédateur. Aujourd'hui, on plonge dans son histoire, entre science, débat et mythes culturels. Et avant de commencer ce voyage dans le Jurassique, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. L'histoire du Dilophosaurus commence en 1940, dans le désert d'Arizona. Jesse Williams, un jeune Navarro, tombe par hasard sur des os fossilisés qui dépassent du sol. 2 ans plus tard, Charles Camp, de l'Université de Californie à Berkeley, dirige une expédition grâce aux indications de Jesse Williams et met au jour 3 squelettes de ce mystérieux dinosaure. Le plus complet, référencé UCMP 37302, devient l'holotype, c'est-à-dire le squelette de référence de l'espèce. Il lui manquait l'avant du crâne, une partie du bassin et quelques vertèbres. Mais pour l'époque, c'était un des fossiles de théropodes les mieux conservés jamais découverts. Pas mal, non? Les 2 autres étaient bien plus fragmentaires, l'un partiellement complet, l'autre très abîmé par l'érosion. À eux 3, ils ont suffi à révéler un nouveau grand prédateur du Jurassique inférieur. On parle d'une époque située entre 196 et 183 millions d'années, à la transition entre 2 étages du Jurassique, le Sinémurien et le Plesbachien. À ce moment-là, l'Arizona est une grande plaine, avec des forêts de conifères et des rivières saisonnières, entourées de dunes. Et dans ce décor semi-aride, Dilophosaurus était le géant local. Mais à quoi ressemblait vraiment ce géant? Regardons-le de plus près. Avec ses 6 à 7 mètres de long et près de 400 kg, le Dilophosaurus était déjà un colosse pour son époque. Son squelette révèle un animal élancé, taillé pour la course. Ses longues pattes arrière lui donnaient de la vitesse, ses bras, plus courts mais costauds, se terminaient par 3 griffes. Pas fait pour attraper de loin, mais parfait pour maintenir une proie déjà saisie. Mais ce qui frappe d'abord, ce sont ses mâchoires. Un crâne long et étroit, garni de dents fines et dentelées. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Et surtout ces 2 crêtes parallèles qui le rendent immédiatement reconnaissable, tellement emblématiques qu'elles donneront leur nom au dinosaure. Dilophosaurus, le lézard à 2 crêtes. Pourtant, ça n'a pas été évident dès le départ. En 1954, Samuel Paul Wallace publie la première description. Mais à l'époque, beaucoup de carnivores mal connus finissaient dans le même tiroir, le genre Megalosaurus. Il le baptise donc Megalosaurus weatherly. Ce n'est qu'en 1970, après avoir mieux étudié les crêtes, que Wallace comprend qu'il s'agit d'un dinosaure unique et crée le genre Dilophosaurus. Les débats ne s'arrêtent pas là. Dans les années suivantes, d'autres espèces sont proposées. Dilophosaurus bredorum, un nom attribué dans les années 90 à partir de fossiles d'Arizona. Mais cette espèce n'a jamais fait consensus. Beaucoup de chercheurs estiment qu'il s'agit simplement de différences liées à l'âge ou au sexe des individus, et non d'une espèce distincte. Quant à Dilophosaurus sinensis, décrit en Chine dans les années 80, il a longtemps été considéré comme un cousin asiatique du Dilophosaurus américain. Mais des analyses plus fines ont montré qu'ils étaient suffisamment différents pour mériter son propre genre. Il a donc été reclassé sous le nom de Sinosaurus. Tu bluffes, Martoni. C'est en 2020 qu'Adam March et Timothy Rowe reprennent tout le dossier et mettent fin à la confusion. Leur verdict est clair, une seule espèce est valide, Dilophosaurus weatherly. Aujourd'hui, ce dinosaure occupe une place clé dans l'arbre évolutif, plus avancé que les petits carnivores graciles du Trias, mais encore en marge des grands prédateurs du Jurassique supérieur. Reste une question, avec un tel arsenal, chassait-il vraiment et comment? Pendant longtemps, Dilophosaurus weatherly a été une énigme. Était-ce un chasseur actif, un charognard opportuniste ou le super prédateur de son époque? Au fil des décennies, les réponses ont beaucoup évolué. Au départ, Samuel Wallace le voyait comme un prédateur assez faible. Son museau étroit et l'encoche subnariale semblaient fragiles. Selon lui, Dilophosaurus mordait mal et devait surtout compter sur ses griffes ou sur des carcasses toutes prêtes. Cette vision a vite été contestée. Dans les années 80, Robert Baker insiste sur son cou puissant, son crâne allongé et ses dents dentelées. Pour lui, Dilophosaurus était un vrai chasseur. En 1988, Gregory Paul enfonce le clou. Il balaye l'idée du charognard et parle d'un prédateur actif. Et les études modernes confirment ça. En 2020, Adam March et Timothy Rowe montrent que son crâne était bien plus solide qu'on l'imaginait. L'articulation maxillaire était renforcée, ses dents fines et serrées, idéales pour lacérer la chair. Ses mâchoires étaient d'ailleurs les plus solides à l'avant. Il attrapait sa proie par le museau, la maintenait puis la faisait glisser vers l'arrière, pour trancher net avec ses grandes dents maxillaires. Une stratégie de morsure de précision, pas d'écrasement. Et ce n'était pas son seul atout. Son museau en légère rosette, avec narines reculées, rappelle certains piscivores.
Pas un pêcheur exclusif, mais capable d'attraper du poisson ou des tortues en bord de rivière. De plus, son corps confirmait cette image. Vertèbres creuses, sac aérien, respiration proche des oiseaux, tout indique un métabolisme rapide, une bonne endurance. Ses bras, en revanche, restent limités. Ce sera toujours mieux que le Carnotaurus. Pas fait pour saisir à distance, mais très efficace pour maintenir une proie contre la poitrine. Et ce n'est pas tout. L'holotype UCMP 37302 nous en dit encore plus. Il présente un nombre exceptionnel de pathologies, fractures anciennes, déformations osseuses, asymétrie entre les membres, tumeurs et même un doigt définitivement bloqué. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Selon des études récentes, aucun autre théropode n'avait autant de liaisons décrites sur les épaules et les bras. Pourtant, toutes ces blessures avaient cicatrisé, signe qu'il a survécu de longues années malgré ses handicaps. Preuve qu'il était robuste, capable de s'adapter à la douleur et de continuer à chasser, quitte à modifier sa stratégie. Malgré cela, les preuves fossiles confirment qu'il restait un prédateur redoutable. Sur un site de la formation de Kayenta, on a retrouvé des marques de dents sur un Sarasaurus, accompagnées de dents de Dilophosaurus. Preuve qu'il pouvait s'attaquer à des proies presque à sa taille, ou profiter d'une carcasse. Et dans cet écosystème, il n'avait pratiquement pas de rival. Le petit carnivore Megatnosaurus plafonnait à 3 mètres, Scrutalosaurus, un herbivore cuirassé, n'atteignait pas la taille d'un humain, et les premiers mammifères étaient minuscules. Même Sarasaurus, l'herbivore le plus massif, ne dépassait pas 4 ou 5 mètres. Avec ses 6 à 7 mètres, Dilophosaurus avait très peu de concurrence à sa taille. Aujourd'hui, le consensus est clair. Fini l'image du charognard maladroit. Dilophosaurus était un chasseur actif, capable de varier son menu, et certains indices entretiennent encore le mystère. Dans la formation de Kayenta, on a retrouvé des pistes fossiles attribuées à l'ichnosaure Dilophosauripus. Leur taille correspond bien au Dilophosaurus, et certaines sont parallèles, ce qui pourrait indiquer que plusieurs individus se déplaçaient ensemble. Mais là encore, rien n'est définitif. Alors les questions restent ouvertes. Chassait-il seul ou en groupe? Combien de charognes et de poissons consommait-il au quotidien? Et s'il ne comptait pas que sur ses dents, car chez Dilophosaurus, deux structures intriguent depuis toujours. Parmi les traits les plus emblématiques du Dilophosaurus, il y a ces deux crêtes spectaculaires, fines et fragiles, dressées sur son crâne, trop délicates pour servir d'arme, alors à quoi pouvait-elle bien servir? La première hypothèse, c'est la parade sexuelle. Robert Baker, dès 1986, pensait qu'elle servait surtout d'ornement. Et avec une gaine de kératine colorée, comme chez certains oiseaux modernes, elle devrait être encore plus voyante. Imaginez un pan ou un casoar, mais en version jurassique. Dans les années 90, Stephen et Sylvia Gzerska insistaient d'ailleurs sur leur fragilité. Trop fine pour encaisser les coups, donc parfaite pour séduire ou impressionner. L'idée, c'est que seuls les individus les plus robustes pouvaient se permettre d'exhiber ces crêtes coûteuses à entretenir. Un vrai signal de santé. Ce qui est le patron? Et moi? On peut même imaginer des crêtes hautes en couleurs, rouges, orangées, peut-être différentes selon l'âge ou le sexe. Chez les oiseaux actuels, les codes visuels évoluent avec la maturité ou la reproduction. Pourquoi pas au Jurassique? Ce serait un moyen simple de signaler sa force, son statut ou sa disponibilité. Mais ce n'est pas la seule hypothèse. Kevin Padjan et Jack Horner ont proposé qu'elle servait à la reconnaissance. Ces crêtes auraient aidé les Dilophosaurus à se distinguer entre eux comme un drapeau visuel. Dans un écosystème où plusieurs dinosaures pouvaient se ressembler. Ça pouvait éviter les confusions. Sauf que beaucoup de paléontologues restent sceptiques. Aucun animal actuel ne développe des structures si coûteuses uniquement pour se reconnaître. Alors oui, ça a peut-être joué un rôle secondaire, mais pas suffisant pour expliquer leur évolution. Et il y a aussi l'idée de la thermorégulation. Dès 1984, Samuel Wallace y pensait. Peut-être que ces crêtes servaient à dissiper la chaleur. Mais le problème, c'est qu'elles ne montrent pas de traces de forte vascularisation. Rien à voir avec les plaques du Stegosaurus par exemple. Au final, la majorité des chercheurs s'accordent. Les crêtes du Dilophosaurus n'étaient pas des armes. Elles étaient avant tout des signaux visuels, séduire, impressionner, reconnaître ses semblables. Peut-être un mélange de tout ça. Bref, un super prédateur qui ne misait pas seulement sur ses dents, mais aussi sur le style. Un des premiers dinosaures à avoir fait de l'apparence une arme sociale. Des crêtes faites pour être vues? Autant dire qu'Hollywood n'allait pas s'en priver. Si aujourd'hui le Dilophosaurus est connu du grand public, ce n'est pas grâce aux paléontologues, mais à Hollywood. Dans Jurassic Park, il a eu le droit à des scènes cultes. Un petit dinosaure de 2 mètres qui crache du venin et déploie une collerette avant de se jeter sur sa proie. Résultat, pour des millions de spectateurs, c'est ça le Dilophosaurus. Je t'ai menti. Le problème, c'est que rien de tout ça n'existait dans la réalité. Le vrai Dilophosaurus faisait près de 7 mètres et n'avait ni collerette ni venin. Spielberg et son équipe ont inventé ces détails pour renforcer l'effet dramatique. Le venin provient du roman de Michael Crichton, publié en 1990, où le Dilophosaurus empoisonne ses proies. Dans les films, tout ça est justifié par le scénario. L'ADN fossile étant incomplet, il est complété avec d'autres espèces. Comment ça, mon ref?
notamment le lézard à collerette qui déploie un disque de peau pour intimider ses ennemis, ce qui donne aux dinosaures du parc des caractéristiques qu'ils n'avaient jamais eues dans la nature. Et cette version inventée s'est imposée. On la retrouve encore dans la saga Jurassic World et jusque dans les jeux vidéo comme Ark Survival Evolved ou Jurassic World Evolution. Pour le grand public, ce n'est plus le vrai fossile qui compte, mais bien la créature du cinéma. Paradoxalement, c'est grâce à ce mensonge qu'il est devenu un véritable icône mondiale. Berg l'a déformé, certes, mais il l'a aussi immortalisé. Mais loin des studios, son histoire réelle dans le registre fossile est brève et mystérieuse. Le Dilophosaurus n'existe que dans un intervalle très court, la formation de Kayenta, en Arizona, entre 196 et 143 millions d'années. Et après ça, plus rien, aucun fossile connu. Tu étais l'élu, c'était toi! Était-ce une extinction locale ou bien un simple trou dans le registre fossile, les couches postérieures n'ayant pas préservé ses ossements? Autrement dit, on ne sait pas s'il a vraiment disparu brutalement ou s'il a juste échappé à la fossilisation. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que d'autres prédateurs ont rapidement pris la relève. Au Jurassique moyen et supérieur, les mégalosauridés dominent la scène, suivis plus tard par les allosaures et les cératosaures de la formation Morrison. Phylogénétiquement, le Dilophosaurus se situe juste avant les Averostrat, le groupe à l'origine des grands superprédateurs comme Allosaurus et bien plus tard Tyrannosaurus. Une étape charnière entre les petits carnivores graciles du Trias et les géants spécialisés qui domineront le Mésozoïque. Sa disparition pourrait aussi être liée à son environnement. La formation de Kayenta révèle une forte variabilité des paysages, rivières au débit irrégulier, saisons contrastées, changements de végétation, autant de facteurs qui ont pu réduire ses sources et fragiliser son habitat. Ajoutez à ça l'arrivée de prédateurs plus spécialisés, mieux adaptés à ces changements, et on comprend pourquoi ce roi précoce a pu être supplanté. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. En somme, le Dilophosaurus disparaît tôt de l'histoire des dinosaures, mais son rôle reste majeur. À son époque, il était le plus grand animal terrestre d'Amérique du Nord, et même s'il n'a pas laissé de successeur direct, il reste un prototype du superprédateur. Pas le plus connu, mais un jalon incontournable dans l'évolution des carnivores du Mésozoïque. En outre, le Dilophosaurus weserelli est un dinosaure qui a connu plusieurs vies, d'abord considéré comme un charognard maladroit, puis transformé par Hollywood en petit monstre venimeux à collerette, et enfin réhabilité par la science comme le premier grand théropode, un pionnier de 6 à 7 mètres et pas que du muscle. Un animal intelligent, orné de 2 crêtes fragiles mais spectaculaires, pas des armes mais des signaux visuels pour séduire, impressionner ou reconnaître les siens. Son anatomie raconte l'histoire d'un chasseur rapide, endurant, capable d'abattre aussi bien du poisson que des dinosaures presque aussi grands que lui. Et son image, elle, rappelle que la culture pop peut parfois tordre la science, mais aussi rendre un animal immortel, parce qu'au fond, le vrai Dilophosaurus, avec son style unique et son rôle de pionnier, est sans doute encore plus fascinant que la créature inventée par Jurassic Park. Si cette plongée dans le Jurassique vous a plu, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et dites-nous en commentaire quel autre dinosaure ou créature du passé vous aimeriez découvrir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car bien avant que le Dilophosaurus ne règne sur l'Arizona, la Terre a traversé un cataclysme inimaginable, une extinction si violente qu'elle a failli anéantir toute vie. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir cet apocalypse oublié.